Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Les récentes élections législatives, si tant est que élection n'est pas un gros mot, en l'occurrence, auront représenté un tournant réellement historique, sans exagération ni langue de bois. Historique à plus d'un titre d'ailleurs. D'abord parce que jamais, depuis 1962, depuis l'indépendance théorique de ce pays, l'on aura observé une telle désaffection de l'électorat. Et le mot est faible, puisque c'est de boycott qu'il est question et non plus de cette indifférence pour la chose politique, et non pas cette résignation née des turpitudes du régime, de la fraude qui distinguait toutes les élections qu'il organisait. Et donc, malgré une fraude systématique, organisée dans la panique, malgré un bourrage très exagéré des urnes, qui ne se cachait même pas et qui a été filmé en direct par des dizaines de journalistes citoyens, si l'on veut bien les appeler comme ça, le taux d'abstentéisme est de 65% de l'électorat, malgré la fraude, malgré le bourrage. Du jamais vu depuis l'indépendance. Plus de 2/3 de l'électorat, en fait, n'ont pas voté. Et en fait, le vrai taux est bien plus important. S'il n'avait été gonflé, plus de 85% de l'avis de presque tous les spécialistes. Mais le plus grave pour les maîtres du pays, les maîtres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce sont les maîtres du pays, qu'on le veuille ou non. Donc le problème pour ces gens n'est pas dans ce boycott massif, puisqu'ils ont pris l'habitude de se passer de l'avis des Algériens. Non. Le plus grave est dans le nombre des bulletins nuls, du vote blanc. Plus de 2 millions de votes blancs. Environ le quart des votants. Et là aussi, c'est du jamais vu. Plus que les voix engrangées par le premier parti du pays, le FLN, qui avait pourtant promis, par la voix de son secrétaire général, l'inénarrable Ould Abbas, qui avait promis une participation de plus de 50%. Mais pourquoi, me diriez-vous, les maîtres du pays ressentiraient-ils ce chiffre du vote blanc comme une menace contre eux? Eh bien, tout simplement parce que eux savent évaluer les menaces à leur juste portée. Et en l'occurrence, c'est une menace, la plus grave jamais exprimée contre eux depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Commençons par le commencement, si vous voulez bien. Rappelez-vous, quelques jours avant le scrutin, le général Ahmed Gaïd Saleh, chef d'état-major de l'armée, avait annoncé que conformément à la loi, nous a-t-il dit, les militaires seront appelés à voter hors des casernes. Nous relèverons donc au passage qu'en faisant une telle déclaration, il reconnaît que jusque-là, les militaires ne votaient pas conformément à la loi. Mais passons. Et donc, cette décision avait suscité moult questionnements. Certains observateurs ont été jusqu'à penser que cela pouvait être interprété comme une volonté
de porter un coup fatal aux élections par un clan contre un autre, contre le clan présidentiel, puisque les militaires représentaient un bloc acquis, leur vote représentait un bloc acquis, qu'on faisait aller dans la direction qu'on voulait et donc dont on donnait les voix à qui on voulait, c'est-à-dire au FLN, au RND et aux formations vassales. Et qu'ainsi, en autorisant les militaires à voter dans les bureaux de vote civils, on privait les partis du régime d'un minimum de participation, à plus forte raison que l'abstention et le boycott s'annonçaient très importants. En fait, il n'en est rien. Cette décision visait tout simplement et tout bêtement à gonfler le taux de participation des bureaux de vote civils. La ficelle consistait à faire voter les électeurs militaires, dont le nombre cumulé des actifs et des réservistes, des appelés, s'élève à plus de 700 000. À les faire donc voter plusieurs fois chacun, de 2 à 3 fois. Chacun donc avait 2 à 3 cartes de vote et il devait aller voter dans 2 à 3 bureaux de vote. Pour la plupart d'entre eux, du moins. Très peu, en effet, n'ont voté qu'une seule fois. Et cela s'est fait avec la complicité de magistrats, de maires, de chefs de daïra et de wali. Les militaires ont été inscrits sur plusieurs listes électorales dans plusieurs bureaux de vote, chaque électeur. Et il leur a été exigé par leur commandement de présenter à leur retour en caserne leur carte de vote au pluriel, dûment estampillée de la mention « à voter ». Il leur a été recommandé de voter pour telle ou telle formation politique, mais au fond, leur état-major s'en fichait, puisque ce qui comptait était le nombre de votants. Pour le reste, l'opération fraude était fin prête pour distribuer les bulletins votants à qui on voulait, à qui voulaient les dirigeants. Et donc, ces militaires qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller voter, puisqu'ils devaient justifier leur participation, entreprirent de faire ce que jamais, jusque-là, jamais, des militaires n'avaient entrepris jusque-là. Ces militaires qui ne refusèrent pas l'ordre de tirer sur les civils, qui ont toujours été le rempart du régime contre le peuple algérien, se sont pour une fois consultés et ont fait circuler entre eux la consigne de voter blanc. Une consigne partie d'on ne sait où, mais qui a été massivement observée. C'est en soi une véritable rébellion, en tout cas qui a été perçue en tant que telle par le haut commandement, qui sait désormais qu'il lui faudra tenir compte de cette hostilité de ses propres troupes contre lui. Une armée en marche, qui a décidé pour la première fois de se ranger du côté de son peuple contre le régime. Ces 2 millions de bulletins nuls sont majoritairement ceux des militaires, qu'on se le dise, des militaires qui ont été appelés à voter plusieurs fois. Et cette action de masse, cette action d'envergure, laisse augurer une profonde transformation dans l'esprit de la troupe. Les généraux savent désormais qu'ils ne disposent plus de soudards qu'ils peuvent lâcher comme ils veulent contre leurs propres compatriotes. Aujourd'hui, Le Monde, Algérie. Les votes blancs ont été plus nombreux que ceux pour le FLN. Par Charlotte Bozonnet. Le Matin d'Algérie. Louisa Hanoun. Le vote blanc des militaires traduit leur refus du régime. Par la rédaction. Le Jeune Indépendant. Les bulletins nuls, un record. Par Houssine Adrien.
à l'ombre des bulletins nuls. C'est le titre de notre émission aujourd'hui et j'ai le plaisir donc pour en parler de recevoir par téléphone depuis Alger Sofiane Gilali. Je donne la liste des invités par ordre alphabétique. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Merci d'être avec nous, Sofiane Gilali. De m'accueillir à chaque fois. Merci. Habib Souaidia, ancien des forces spéciales de l'armée algérienne. Merci d'être avec nous, Habib. Merci beaucoup. Bonsoir. Brahim Younsi, homme politique algérien, analyste néanmoins. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci. Et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Sofiane Gilali, malheureusement, ne pourra pas rester avec nous toute l'émission. Il restera peut-être la première moitié de l'émission. Et nous espérons être rejoints par Faisal Mattaoui, qu'on essaie de joindre. Sofiane Gilali, donc cette histoire de bulletin nul dont on nous dit que massivement aurait été le fait de militaires qu'on a forcés à voter plusieurs fois dans plusieurs bureaux de vote. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, absolument. J'avais relevé ce fait d'ailleurs dès le lendemain dans votre propre émission et j'avais dit que la grande surprise était que dans certains centres de vote qui étaient plus ou moins réservés aux militaires, un très grand pourcentage, jusqu'à 60%, était nul. Et j'avais également dit dans votre émission que si l'armée avait décidé de faire voter les soldats à l'extérieur des casernes, c'était d'abord pour donner une image, puisque tous les sondages qui avaient été faits auparavant donnaient aux alentours de 10% de participants. Et donc il y a eu une réaction, comment donner l'image aux Algériens et surtout à l'opinion internationale qu'il y a quand même des gens qui ont été votés. Et c'est pour cela que les jeunes militaires étaient obligés d'aller récupérer leur carte de vote le jour même du vote, le matin, puis embarquer dans des bus pour les déverser devant certains bureaux de vote où les caméras attendaient impatiemment pour montrer des Algériens en train de voter. D'ailleurs, vous reconnaîtrez très vite ces images. Ce sont dans certaines régions reculées où on voit des jeunes tous entre 20 ans, 24 ans, avec les cheveux rasés, aucun élément féminin au milieu. Cela sentait la troupe à l'évidence depuis bien loin. Mais le fait politique que vous avez relevé est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un refus très profond par rapport à ces élections complètement truquées. Elles le sont d'autant plus qu'on peut comparer avec 2012, lorsque le FLN avait eu 1 300 000 voix, alors que tout le monde savait qu'une très grande partie de ces voix lui provenaient des casernes. Comment se fait-il que cette fois-ci, il est 1 700 000 voix, alors que maintenant, il est évident que la majorité des militaires ont voté blanc. Donc, encore une fois, le bourrage des urnes a fait office d'électeurs et le pays est dans une situation lamentable d'un point de vue politique. Mais c'est tout de même hallucinant quand un Ould Abbas du FLN nous promet, il a même juré, que les Algériens allaient voter à plus de 50%. En fait, ils n'ont même pas voté à 10% dans la réalité des chiffres, à peu près 30% selon les chiffres de la fraude. Et le FLN lui-même a eu moins de voix que les bulletins blancs. C'est incroyable. Oui, à l'évidence, mais si vous considérez les chiffres officiels, hein, le FLN et le RND ensemble ne font pas 10% du corps électoral. La réalité est bien pire, bien entendu. Je crois qu'ils ne pèsent pas 2 ou 3%, FLN et RND compris, c'est-à-dire en dehors de leur clientèle et de quelques pseudo-militants, mais c'est plus de la clientèle. Le FLN et le RND n'ont plus aucune base populaire, c'est évident. Donc c'est un pays qui a été pris en otage par un groupe d'hommes qui sont prêts à tout, et on le voit clairement maintenant, ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous dire ce que vous pensez de cette sorte de rébellion, parce que si ça
se confirme que ce sont les militaires qui ont massivement voté blanc, cela voudrait dire que le haut commandement doit être très inquiet de sentir les troupes dans cet état de rébellion, en quelque sorte. Je reviens à vous dans un instant. Brahim Younsi, donc cette histoire de bulletin blanc et de bulletin blanc qu'on attribue majoritairement aux militaires, comme on dit, qu'est-ce que vous en pensez? Tout est possible chez nous. Tout est possible. Je ne vois pas de rationalité dans ce qui s'est passé. D'abord, moi, je ne crois pas aux élections. C'est clair, on parle des élections ou de refus des élections. Moi, je ne crois pas. C'est un refus des élections. C'est le refus du système. Parce qu'il n'y a jamais eu d'élection à l'exception d'une, et nous le répétons à chaque fois. Vous n'avez pas l'impression que cette fois-ci, la société s'est mobilisée contre les élections par rapport à la dévastation des panneaux électoraux, par rapport aux champs engagés? Mais c'est contre le système. Les élections, c'est le système. Oui. Évidemment, je l'ai dit ici, bien avant les élections, que des sondages avaient été faits et qu'il y aurait moins de 15% de participation traditionnelle. Oui. Ceci étant, vote blanc ou pas, l'explication, c'est que l'armée, enfin les soldats, les militaires ont reçu un ordre. Je ne crois pas à la rumeur ou à ce mot d'ordre passé parmi la troupe. C'est trop. C'est trop. S'il y a un ordre donné par l'état-major ou par la hiérarchie, cela a un sens et pourrait avoir un sens. Cela veut dire que l'armée préparerait... Ça veut dire que l'armée, que l'état-major lui-même aurait demandé aux soldats de voter blanc? Vraisemblablement. Et ils auraient accepté alors qu'ils se savent dans le secret de l'isoloir? Vraisemblablement. Ouais. L'inverse est aussi valable. Chacun est face, entre guillemets, à sa conscience. Pour obéir aussi, non pas des injonctions, mais qu'il y ait un... Mais s'ils leur avaient demandé de voter blanc, pourquoi les inscrire dans plusieurs bureaux de vote? Pour gonfler le chiffre des votants blancs? Vraisemblablement. D'accord. Vraisemblablement. Je ne vous suis pas très bien. Vraisemblablement. Moi, je crois qu'il y a un ordre de la hiérarchie. S'il y a eu un vote blanc, il y a un ordre de la hiérarchie. Et les soldats auraient obéi comme ça, de façon aussi disciplinée? Mais écoutez, moi, ça me paraît plus logique, plus significatif qu'un ordre, une rumeur ou un ordre, entre guillemets, qui serait passé parmi les soldats dans toutes les casernes, qui serait parti de l'ouest jusqu'à l'est, du nord au sud, pour que les soldats votent blanc, sans que la hiérarchie ne le sache et ne prévienne cela d'une manière ou d'une autre. Oui. D'une manière, même leur donner les bulletins pour les mettre, ou leur donner les enveloppes pour les mettre. Mais ils sont dans des bureaux civils. Oui, mais ils sont obligés de prendre l'enveloppe, le bulletin. Ça fait partie de la loi. Oui, mais leur donner des bulletins, cela, il y a toujours les moyens de tricher. Quand on fraude, on fraude. Oui. Bon, même s'il y a eu fraude, c'est-à-dire que l'armée aurait pu bourrer les urnes, et elle l'a fait et elle le refera. Mais moi, je crois qu'il y a, comme toujours, des quotas, bulletin blanc ou pas bulletin blanc. Il y a des quotas. Le pouvoir savait que la participation serait infime, mais si cette affaire des bulletins blancs se confirmait, que c'est l'armée elle-même qui en est l'auteur, cela doit avoir un sens. Un sens du rejet aussi du pouvoir politique. Par l'armée ou du commandement, par les troufions, par les hommes de troupes? Par le commandement. Je m'excuse pour le terme de troufion. Oui, mais par le commandement. Par le commandement. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait un esprit de corps, et Habib Souiad le confirmera, qu'il y ait un esprit de corps aussi fort dans l'armée. C'est l'inverse en fait. Il n'y a pas un esprit de corps puisque les gens ont décidé de ne pas obéir à l'injonction de voter. Parmi les soldats. Oui. Parmi les soldats. Parmi les soldats. Parmi les militaires. Je ne crois pas qu'il y ait un esprit de corps. Vous ne croyez pas que des soldats aient eux-mêmes décidé de faire... Ça, je ne crois pas. D'accord. Habib Souaidia, votre avis sur la question? Moi, ce que je sais du pouvoir algérien, du régime algérien, c'est que sa devise principale, c'est la fraude. Là,
Voilà. Il n'y a pas voto. Voilà. C'est de la fraude, par la fraude et pour la fraude. Et non pas pour le peuple, comme ils le disent. Donc tout le monde le sait. Les hommes politiques connaissent cette histoire de fraude. Les journalistes savent très bien que le régime, à chaque fois, à chaque élection, soit d'ailleurs, on a vu des vidéos nombreuses. Voilà. On a vu des vidéos en direct. Soit des élections législatives, soit des élections présidentielles. Le pouvoir sait très bien qu'il va frauder. Et il le sait. Ce qui s'est passé le 4 mai, c'est dans la continuité de ce qui s'est passé depuis 25 ans maintenant, depuis l'arrivée de Bouteflika et même avant. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désobéissance civile en Algérie, que le régime essaye de combler cette désobéissance par la fraude. Il sait que le régime n'est pas légitime. Il sait que le Parlement, qui est constitué pratiquement des gens qui ne méritent pas qu'on les appelle députés, c'est-à-dire des représentants du peuple, qui sont là et qui vont être élus. On sait, par exemple, que les dernières élections législatives, ça s'est passé comme celle-ci, c'est-à-dire ils ont eu à peu près 12%, 13%, 15% du suffrage, et puis ils sont devenus députés. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que là, il y a pratiquement 85% qui ne sont pas allés au vote. C'est-à-dire c'est la majorité écrasante du peuple algérien qui refuse le régime, qui refuse des élections dans les conditions dans lesquelles vit l'Algérie, et qui refuse, c'est-à-dire qu'il y a un certain ras-le-bol, et un ras-le-bol qui augmente d'année en année, et le régime n'arrive pas à comprendre. Vous, en tant que militaire, Habib Soueidia, vous, en tant que militaire qui connaissez bien les militaires de l'intérieur pour y avoir été un officier, vous pensez que ce ras-le-bol, que cette désobéissance civile qui s'exprime de cette façon, vous pensez qu'elle peut s'exprimer au sein de l'armée aussi, par les soldats qu'on a forcés à aller voter dans plusieurs bureaux de vote? Je pense que l'armée algérienne, c'est une armée avant tout disciplinée. C'est l'armée la plus disciplinée au monde. C'est comme son chef d'état-major, le général Gaïd Salah, qu'on l'appelle le général le plus discipliné de l'armée. En fait, c'est un bon. Tu le mets ici, il ne bouge pas. C'est-à-dire que si les gens attendent, ils essayent de nous faire comprendre que ce général peut se révolter contre Bouteflika, c'est qu'ils ont tort. Gaïd Salah obéit aux ordres. Il essaye de. Je pense pas qu'il y a eu c'est-à-dire que le commandement ou l'état-major a demandé à ses appelés de voter blanc. Je pense que ce problème se trouve ailleurs et pas dans cette direction. Il y a des gens qui essayent de dire que le chef d'état-major et l'état-major sont en guerre contre le Bouteflika, contre le pouvoir. Mais je ne pense pas à tout ça. Moi, ce que j'ai vu dans l'armée quand j'étais dans l'armée, c'est-à-dire que par exemple, regardez, vous prenez la 3e région militaire, là où il y a beaucoup de gens qui sont votés. En fait, c'est comme une caserne. C'est une grande caserne, Tindouf, au Bachar. Oui. C'est pas une wilaya. C'est-à-dire, vous avez tellement de militaires que ces militaires, ils vont aller voter comme n'importe quel citoyen ordinaire. Et ils ont voté. Je pense qu'il y a des gens qui ont des avis différents. Personne ne va voir les soldats qui rentrent dans les idoires, qu'est-ce qu'il va faire, un bulletin blanc ou un oui ou un non. Mais je pense qu'il y a eu... qu'il y a eu effectivement des votes, des gens qui sont venus. C'est très simple. Ouais. La plupart des confrères journalistes qui ont donc essayé d'en savoir un peu plus, qui n'ont malheureusement pas écrit parce qu'ils ont peur, ont remarqué une chose. C'est que dans tous les bureaux où il y a forte proportion de bulletins blancs, il y a eu beaucoup de militaires qui ont voté. Oui, c'est possible. C'est pour ça que les gens ont fait la relation. C'est possible, mais pourquoi mais peut-être qu'il y a des gens ces journalistes qui disent ça, franchement. Moi, ces journalistes, regarde, parce que je vous donne une autre information. Certains journalistes disent que Gaïd Salah prépare à la succession, qu'il se prépare de Bouteflika parce que le président, il est... Oui. Bon.
Cette rumeur-là est sortie du journal Al-Watani par Salim Atlemsen il y a à peu près 1 année et demie, 2 années, quand il y a eu la guerre entre Tawfiq et Gaïd Salah. Après qu'ils ont éliminé Tawfiq, certains voulaient reprocher beaucoup de choses à Gaïd Salah, d'avoir liquidé Tawfiq et ses hommes. Et ils essayent par tous les moyens de créer un conflit ou essayer de faire peur aux gens, ou je ne sais pas leur objectif exactement, pour qu'ils disent qu'effectivement il y a peut-être qu'il y a des désaccords entre l'état-major et la présidence de la République. Ça, c'est fort possible, je ne dis pas le contraire. Mais l'orienter vers autre chose, alors qu'on sait très bien que le problème qui s'est posé, c'est après l'élimination du général Tawfiq et ces gens qui sont de l'Ouatan et beaucoup de la presse algérienne, surtout francophone, sont proches de DRS, de l'ex-DRS. Et il faut aussi voir que c'est la première fois qu'il y a des élections sans la présence du général Tawfiq. Des élections législatives en Algérie sans la présence de DRS qui était chargé avant de bourrer les urnes. Parce qu'avant aussi, quand il y avait Tawfiq, c'est eux qui étaient chargés de donner même les mandats à des gens. Absolument. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qui a changé. Mais aller juste accuser l'armée ou Gaïd Salah, je ne le défends pas. Il n'a pas besoin de moi de le défendre. Moi, si j'ai à l'accuser, je l'accuse de crime contre l'humanité et de crime de guerre. C'est l'état-major qui est responsable, c'est l'armée qui est responsable des crimes qui ont été commis avant, mais je ne vais pas défendre moi. Moi, je suis opposant au régime, je dis ce que j'en pense. Et il y a des gens qui ont une sympathie pour le général Tawfiq et pour l'ex-DRS, et que ces gens-là, ils se retrouvent aujourd'hui dans un affaibli où ils cherchent une croisade contre l'état-major ou pour essayer de... Alors ils essaient de créer des mythes. Exactement, et des rumeurs. Et moi, franchement, ça c'est des rumeurs, comme il vient de le dire, c'est des rumeurs de la presse algéroise. C'est la presse algéroise qui fait de la rumeur comme ça. Pour le moment, la presse algéroise n'a pas beaucoup parlé des bulletins nuls, sauf de reprendre les faits de Louisa Hanoun. Et d'ailleurs, Louisa Hanoun, moi, je ne la crois pas. C'est une folle, cette femme-là. Il y a une semaine... Je vous laisse la responsabilité de ce qu'on il y a une semaine, elle a dit après les élections, elle a dit je vais prendre les armes. Si on ne me donne pas mes... Alors, vas-y, dites-moi si cette femme, elle est sérieuse. Présidente d'un parti politique qui dit je vais prendre les armes et la semaine d'après elle dit que l'armée a reçu l'ordre, ou les soldats ont reçu l'ordre pour ne pas aller voter blanc. Voilà. Soufiane Gilali, avant, je rappelle qu'elle n'a pas été interpellée pour ce qu'elle a dit. On ne lui a pas posé la question de façon judiciaire, j'allais dire. Ouais. Alors que ce qu'elle a dit est éminemment grave. C'est Ali Belhaj au féminin. Oui, mais là, personne ne lui a posé de question. Rien. Soufiane Gilali, avant de vous libérer, si tant est que ces militaires sont vraiment entrés dans cette option de désobéissance civile, eux, les militaires, si vraiment ils ont échangé entre eux cette volonté de voter blanc puisqu'on ne leur laissait pas d'autre choix, comment, d'après vous, le haut commandement pourrait prendre cette rébellion? Il n'y a pas un autre terme pour la qualifier. C'est très inquiétant pour le commandement en place. À l'évidence, si ce n'était qu'une initiative des éléments de la troupe, le commandement devrait se poser des questions. Mais on n'est absolument pas sûr non plus comment cela s'est fait. Ça reste relativement au secret. Mais ce qui est évident maintenant, que cela soit fait par la troupe elle-même ou par certains dirigeants de l'armée, la signification première est que l'armée ne veut plus s'impliquer en tant que telle dans le choix politique. Ils ne veulent plus assumer le choix politique. Qu'ils le fassent par défiance ou de façon consciente, et ça signifie que, en gros, l'armée dit par la troupe, nous, on ne veut plus être impliqués dans les choix politiques où vous avez mis en place une mafiocratie qui est en train de briser le pays, et ce n'est plus à nous de la défendre. Donc voilà comment je reçois le message. Mais, Soufiane Gilali, si ce que vous dites se vérifie, pourquoi dans ce cas faire voter les militaires dans plusieurs bureaux de vote?
Pourquoi donc ne pas leur demander tout simplement d'aller voter ou de ne pas voter, qui sont libres, qui n'ont pas à présenter leur carte de vote au retour à la caserne? Pourquoi leur imposer de voter non pas une fois, mais plusieurs fois dans plusieurs bureaux de vote, puisque l'armée ne veut plus s'impliquer? Non, non, mais encore une fois, quand j'ai dit l'armée, j'ai précisé par la troupe, le corps de l'armée, pas par ses dirigeants. Les dirigeants, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont à l'évidence envoyé les militaires voter à l'extérieur pour donner l'image d'un taux de participation important, sachant que par derrière, la fraude va régler le problème des quotas. Donc, ce qui importait, ceux qui ont décidé de faire voter les militaires à l'extérieur, c'était de donner une image, pas de s'intéresser au contenu de l'enveloppe. Et c'est là où peut-être il y a eu une petite faille, que beaucoup de jeunes militaires, ce sont des citoyens, ils savent ce qui se passe, ils souffrent aussi de la situation, ils ne veulent plus de ce pouvoir. Et alors à ce moment-là, ils auraient très bien pu prendre par eux-mêmes l'initiative de mettre un bulletin blanc. Ce sont quand même des Algériens qui ont un minimum d'instruction, qui ont été souvent jusqu'à l'université, donc on peut très bien leur donner ce pouvoir de réflexion. Une fois dans l'isoloir, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. À partir du moment où ils ont fait cacheter la carte d'électeur et sur laquelle ils allaient être jugés par la hiérarchie, le reste peut leur importer. Mais vu la masse de militaires qui auraient mis un bulletin blanc, ça signifie que le corps de l'armée dit nous on ne veut plus rentrer dans cette fraude et dans mais si tel est le cas, Soufiane Djilali, imaginez un peu l'état d'esprit du haut commandement, de ce haut commandement qui a donc tout misé sur l'armée, sur ce rempart éventuel contre un éventuel soulèvement, une éventuelle désobéissance civile. Quel serait l'état d'esprit du haut commandement si ce que vous dites se vérifie, si ces militaires ont vraiment décidé de voter blanc? C'est une rébellion. Il n'y a aucun doute. C'est une rébellion. Oui, absolument. Il n'y a aucun doute qu'il y a eu un référendum le 4 mai. Le 4 mai, les Algériens, y compris les jeunes militaires, ce sont des Algériens, ont effectué un référendum contre ce pouvoir. Et à l'évidence, si le haut commandement estimait être un garde du corps de M. Bouteflika, et là, ce commandement devrait se poser de très sérieuses questions, parce que si la situation venait à se dégrader, il est évident que les jeunes militaires ne tireront pas contre le peuple. Merci, Soufiane Djilali. Au plaisir de vous revoir. Brahim Younsi, j'ai vu que vous, à certains moments, vous hochiez de la tête et qu'à certains moments, vous faisiez non. Alors? Oui, je maintiens. Je maintiens. Bien sûr, il y a beaucoup de supputations. Personne n'a la vérité, je ne l'ai pas non plus. Mais c'est tout ce que nous disons est en principe le fruit d'analyses qui doivent se fonder sur des critères objectifs ou approchant l'objectivité. Moi, je crois qu'il y a un ordre qui a été donné à la troupe pour voter blanc. Attendez, Brahim aussi. Je vais vous laisser poursuivre. Je m'excuse de vous interrompre. On discute comme ça. On a l'habitude, vous et moi, de parler à bâton rompu. Tout à fait. Les Algériens connaissent bien les Algériens. Généralement, comme on dit, on a la tête un peu dure, rasnarchin. Oui, hein. oui. Donc, à la limite, que vous ne me laissiez pas le choix, bon, je vais voter, vous me donnez un ordre, je l'oublie parce que vous êtes en train de me regarder. Mais à partir du moment où vous me donnez un ordre et que je le conteste au fond de moi, et je suis dans l'isoloir, personne ne me voit, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de mettre ce que je veux et de ne pas vous obéir? Ça veut dire que quand c'est aussi massif, on a du mal à imaginer qu'un ordre peut être donné. Et on a du mal à imaginer qu'une consigne soit passée parmi la troupe et 500 000 soldats, 500 000 militaires, comme un seul homme, vote blanc. Bon, il faut bien que quelque chose. Moi, je crois que c'est un ordre qui a été donné. Je le crois. D'accord. C'est mon avis. Donc, dans ce cas, c'est un coup d'État à blanc. Ils sont en train de... Oui, absolument. Mais absolument. Vous dites le mot. Il y a une disqualification. Une double disqualification du politique. Une disqualification du politique par l'armée elle-même et une disqualification politique qui est permanente du peuple. Par le boycott en l'occurrence. Eh bien oui.
eh ben, une double disqualification. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui empêche l'armée de prendre le pouvoir? Mais justement, on va y aller vers ça. On va y aller vers ça. Les partis politiques ne représentant plus rien. Et il y avait un projet, et nous en avons un peu parlé ici, de dissoudre l'ensemble des partis politiques, y compris le FLN. Ce projet existait. Ça a été, vous me rappelez, une analyse qui a été faite en 2001. C'est un que j'ai d'ailleurs eu, je l'ai lu dans la presse française ici, où on parle de général Touati qui, en 2001 déjà, avec l'union de certains généraux-majors, ils ont fait une réunion à l'état-major avec des généraux. Ils ont décidé de changer complètement la classe politique algérienne et dissoudre tous les partis politiques qui existent en Algérie. Et parmi cette analyse, elle se trouve sur le net, tout le monde peut la consulter. Elle a été publiée par Libération et cette consultation a été envoyée en France et en Europe. Après, c'est une hypothèse qui a été envoyée par l'état-major pour dire aux Français qu'on a une solution. Cette solution, c'est que ces partis politiques, ils sont morts. Non mais je me permets de faire une remarque, je vous laisse finir, c'est très intéressant ce que vous dites l'un et l'autre. Qu'est-ce qui représente ces partis pour être la cause d'un objectif, d'une vision? Ils ne sont rien, voilà, ils ne pèsent pas un gramme, tous réunis. Voilà, mais j'essaie justement, mon ami Michel, de vous expliquer que déjà en 2001, l'état-major de l'armée, c'est-à-dire et même le DRS, ont fait cette étude et cette analyse et ils sont sortis avec cet objectif de dissoudre tous les partis politiques. Ils disent, ils le connaissent, ils parlent de Louisa Hannoun, ils parlent de tous les partis politiques, du RCD, qui ont créé eux-mêmes, d'ailleurs ils le disent, et que ces partis politiques ne représentent pas le peuple algérien et la société algérienne. C'était en 2001. Mais justement, pourquoi ne pas les laisser donner l'illusion qu'ils représentent quelque chose? De 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2017. Et là, en 2017, alors, imaginez-vous qu'on a eu ces dernières élections, il y a 15 à 20% qui ont voté et le reste, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, le système politique algérien est en faillite totale. Brahim Younsi. Oui. Je rejoins ce que vient d'être dit. J'aimerais que vous reveniez sur ce que vous disiez, parler de coup d'État, blanc ou pas blanc, mais c'est énorme ce que vous dites là. Non, c'est la réalité. Moi, je crois que c'est celle-là la réalité. Essayez de nous en dire plus, de nous expliquer. Les partis politiques, bien sûr qu'ils ne sont représentatifs de rien. Ils n'ont jamais représenté quoi que ce soit sur le champ politique algérien. À part le FFS à un certain moment. À l'exception, non, à part le fils, je dirais. Le fils n'étant pas sur le terrain. Non. Oui. Le FFS n'a strictement, y compris après 91, aucun parti n'a représenté quoi que ce soit, électoralement parlant. Et le FFS, je le dis parce que c'est la réalité, je n'ai rien contre le FFS, mais le FFS n'a représenté que 2 à 3% du corps électoral. Moi, je ne suis pas d'accord. Le FFS et le FIS ont été vraiment représentatifs d'un certain électorat, aussi relatif que cela puisse... Mais bon, nous parlons de cette relativité. D'accord. Nous parlons de cette relativité. Nous parlons de toute façon des partis maintenant, aujourd'hui. Quand le FIS a eu 48%, le FFS a eu moins de 5%. Oui, c'est une réalité. Moi, sur ça, je ne vais pas discuter avec vous parce que franchement, on peut reprocher tout ce qu'on veut à FFS qu'il n'est pas. Mais je pense que c'était à une certaine époque le seul parti d'opposition en Algérie après l'annulation des élections. Mais comme ce n'est pas notre sujet, M. Brahim. Ce n'est pas qu'il représente l'opposition. Brahim Younsi, j'aimerais que vous continuiez sur votre lancée. C'est ça dont je parle. Brahim Younsi, j'aimerais, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, nous aussi, chacun de son côté, mais sinon, essayez de nous expliquer cette affaire de coup d'État de l'armée qui aurait donné un ordre à ses troupes de ne pas voter. Plus clairement, oui. D'accord. L'armée est en situation, est en marche, pour reprendre un mot qui devient célèbre, l'armée est en marche vers la prise directe du pouvoir. Cette formule en marche est très présente ces derniers temps. Hein. Mais sinon, si c'est le cas, qu'est-ce qui empêche cette armée de prendre le pouvoir, puisqu'elle en a les moyens? Pourquoi envoyer ses troupes voter blanc? Non, mais
je viens de vous le dire. Oui. Ce vote blanc a une signification, et cette signification, c'est pour disqualifier électoralement la classe politique. Une sommation sans frais? La classe politique, de toute façon, elle est... Comme vous voulez, je pense que oui. Je pense que oui. Mais l'armée est en marche vers la prise directe. Habib. Je pense que la classe politique entière, elle est disqualifiée. Oui, mais justement. Le peuple n'inspire, ces partis n'inspirent rien au peuple. C'est-à-dire, c'est des partis politiques qui font des affaires. Ils n'ont aucun projet politique. Habib, je vais vous interrompre et je vais me faire, pour une fois, qu'on me pardonne, hein, je vais me faire l'avocat du diable. Bon, l'Algérie a des institutions. Elle a un Parlement, elle a un Sénat, une Chambre basse, elle a un Conseil constitutionnel, elle a une Cour des comptes, elle a une armée digne héritière de l'armée de libération nationale, elle a, comment dirais-je, elle a un président de la République qui est en soi une institution, aussi fatiguée soit-elle. On va faire table rase de tout ça pour dire non, l'armée, là, maintenant, elle a décidé, dans le secret de ses états-majors, d'envoyer des sommations sans frais avant de prendre des décisions probablement pour liquider tous les partis politiques, reprendre l'initiative. Vous savez, cher ami, l'Algérie, au fait, c'est un État. Elle a des institutions, mais ces institutions, elles sont en panne. Elles sont en panne comme le président il est en panne. C'est-à-dire, on a une constitution par exemple. Est-ce que ce régime respecte la constitution? Est-ce que ces députés et ces ministres respectent la loi? Personne ne respecte la loi en Algérie. C'est-à-dire, un État, en principe, dans un État, on respecte les lois. Au moins ses propres lois. Exactement. Au moins ses propres lois, on les respecte. On respecte la Constitution. La Constitution, elle dit des choses et elle ne dit pas d'autre chose. La loi aussi, c'est pareil. Personne ne respecte la loi en Algérie. À partir du président de la République, au gouvernement, aux ministres, au Parlement, aux institutions de la République, c'est-à-dire même l'armée ne respecte pas la loi. La gendarmerie, la police ne respecte pas la loi. Le ministère de l'Intérieur, au fait, on a besoin juste, c'est-à-dire l'État algérien, il existe. Mais les gens qui représentent l'État algérien ne sont pas les bons. C'est-à-dire que aucun des responsables politiques ou aucune institution ne respecte les lois de la République. Si chacun respecte les lois de la République, peut-être on pourra discuter de ce qui est bien et de ce qui est faux et de ce qui est mauvais pour l'Algérie. Là, vous avez une mafia, une sorte de mafia. Ils partagent un grand gâteau. Chacun, il fait... regardez, d'ailleurs, récemment, Haddad et les autres, ils sont impliqués dans des affaires de comptes offshore au Panama. Le Premier ministre, il est aussi impliqué dans des affaires de corruption. Le président, il est impliqué, son frère, il est impliqué dans des affaires de corruption. Même l'état-major implique, tout le monde est corrompu. Alors, moi, je ne parle pas des institutions, je parle des gens qui représentent les institutions, c'est-à-dire le président de la République, le chef du gouvernement, les ministres, tous ces gens-là, aucun d'eux n'a de respect pour cette loi. Et c'est pour cela que nous sommes dans cet état. Je rappelle, avant de donner la parole, Brahimi aussi, que comme chaque émission, nous envoyons des invitations au régime de nous envoyer des gens pour participer avec nous dans ces débats. Et d'envoyer qui il veut. Et nous les prévenons que ce sont des émissions en direct, qu'ils sont libres d'exprimer ce qu'ils veulent, mais que non seulement, et je tiens à le dire à nos téléspectateurs, que non seulement ils déclinent systématiquement, ils ne viennent jamais, mais qu'en plus, ils se rapprochent de nos invités, ceux qui en invitent habituellement, pour les dissuader, pour faire pression sur eux, parfois même pour les menacer de ne pas venir dans cette émission et dans les autres émissions d'Al-Mar'a Libya. Brahimi aussi. Pour répondre, ce n'était pas une question que vous avez posée. Pourquoi ils n'agissent pas de façon directe? Cela s'est déjà passé chez nous. Nous avons vécu plusieurs coups d'État. Nous avons vécu plusieurs coups d'État. Ça veut dire que l'armée, et c'est l'armée qui reste, qu'on le veuille ou non, malgré ce vote blanc, qui reste la détentrice du pouvoir. Il n'y a pas d'autre institution qui soit, il faut le dire, aussi forte. C'est elle qui détient en propre le vrai pouvoir. C'est elle qui l'a.
c'est l'armée, ce sont ces régions militaires, etc., qui tiennent le pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir. Cela s'est fait en Algérie à maintes reprises. Et cela s'est fait ailleurs, cela s'est fait en Égypte. C'est-à-dire que l'armée, quand les régimes sont fondés sur l'armée intervient toujours en dernière instance. Et c'est ce que l'armée algérienne est en train probablement de préparer. Mais si tel est le cas, si ça, moi je n'y crois pas beaucoup, très franchement. Mais à supposer que ça puisse arriver, nous pourrions repartir pour une autre dictature sous une autre forme. Rien ne dit que cette armée va rétablir quoi que ce soit de juste. Nous allons vers une dictature sous d'autres formes. Nous le vivons en Égypte. Je dis les Égyptiens le vivent. Oui. Et d'autres pays le vivent. L'Occident ne bougera pas. L'Occident a besoin de dictatures dans nos espaces pour assurer sa propre sécurité. Nous sommes dans une instabilisation. Mais moi là, je vous arrête, Brahim Younsi. Pourquoi ? Moi, si j'étais l'Occident, essayons de personnaliser un peu. Moi, si j'étais l'Occident, je ne ferais pas du court terme. Je ne me dis pas, bon, tant que c'est mon mandat à moi, je vais me reposer sur le régime de Bouteflika, comme ça, je vais avoir la tranquillité, je vais externaliser mes frontières, je vais contrôler le Mali, je vais faire ceci, cela. Bon, au contraire, moi, je fais du long terme, je me dis, il faut que j'aide un régime algérien, un État algérien à se fonder, qui soit réellement démocratique, qui soit vraiment une justice sociale, qui soit vraiment démocratique. Pourquoi ? Pour que les gens de là-bas ne viennent plus chez moi par millions, qu'ils ne fuient pas leur pays à cause de la misère, de l'oppression, de la hagra. Il faut que je fasse en sorte que les rapports soient plus justes, plus équilibrés, de façon à créer des richesses autour de moi, plutôt que de la misère et de la menace. Mais donc cet Occident-là, il n'est pas aussi intelligent qu'on le pense. Si, il est intelligent. Moi, je crois qu'il est plus intelligent que les nôtres. C'est-à-dire, regardez, chez eux, par exemple, ici en France, on vient d'avoir des élections présidentielles où il y a eu des élections le plus normalement possible. Tout le monde s'exprime, tout le monde parle. Il y a une liberté de presse, il y a une liberté de circuler, il y a une liberté d'inventer, de créer. Là-bas, il n'a pas, je pense qu'en Algérie... Non, par rapport aux voisins de l'Occident, par rapport à sa périphérie. Non, que ce soit pourquoi n'a-t-il pas d'autres relations plus saines que ce soit la sur France l'intérêt bien compris des peuples? C'est pas dans son intérêt qu'il y a une liberté en Algérie, tout simplement, parce que s'il y a une ouverture, il y a une démocratie, une vraie démocratie en Algérie, il y a une vraie justice, il y a des institutions de l'État, il va y avoir de la créativité, il va y avoir du mouvement, les gens vont bouger, il va y avoir des partis politiques, des institutions, et ça ne les intéresse pas. Quand vous donnez le pouvoir au peuple... Et pourquoi ça ne les intéresse pas? Ça ne les intéresse pas, ça va toucher à leur pétrole, au gaz. Cela a eu lieu. Voilà. En 1991, le peuple s'est exprimé, et s'est exprimé pour la première fois d'une façon libre. Et il a choisi ses représentants. Néanmoins, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État n'a pas été remis en cause. On n'a pas sanctionné les auteurs du coup d'État. L'Occident a apporté d'une manière... Bien au contraire, Mitterrand a souhaité presque publiquement que le processus soit interrompu. Ouais. C'est un secret de polichinelle. Cela veut dire quoi? On tire les conclusions et on voit les dictatures qu'il y a autour de nous. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Occident s'accommode, s'il ne commande pas, s'accommode des dictatures, de nos dictatures. Oui, mais moi je suis en train de dire que ce n'est pas très intelligent. Non, peut-être, c'est leur intelligence. Peut-être. Je ne crois pas que l'Occident se situe... Encore moins généreux. Je ne crois pas que l'Occident se situe dans le court terme. Au contraire. Il se situe dans le long terme. On voit bien que chez nous, depuis le coup d'État de 91, nous sommes presque à 30 ans. 30 ans. En Égypte, ça va mener aussi à 30 ans. On a eu Moubarak, une interruption, brève interruption. Nous avons Sisi qui va aller jusqu'à 2040. Habib Soïdia, vous pensez que l'option que vient de nous décrire Brahim Younsi est possible, que l'armée algérienne puisse reprendre l'initiative politique de façon décisive? Ça dépend de ce qui va se passer prochainement, c'est-à-dire l'avis du président et
si le président est... Là, nous arrivons pratiquement à la fin d'un mandat de président. On a encore 2 ans. Hein. Oui, 2 ans. Ouais. Pendant ces 2 ans, tout peut arriver. Moi, j'ai un sentiment que nous allons rester dans cette tourbillon. N'arrivaient pas à s'en sortir, c'est-à-dire ils sont tenus par un programme, une feuille de route qui a été dictée par l'Occident, et ces gens-là, ils attendent le moyen propice pour déclencher une nouvelle étape en Algérie et essayer de recomposer la scène politique. C'est ce qui se passe. Bon, je pense que l'armée va jouer le rôle le plus important, puisque c'est lui qui est le garant de la stabilité de l'Algérie. C'est pas un slogan, ça, garant de la stabilité de l'Algérie. Ah oui, s'il y a un vide constitutionnel, après, si le président meurt, peut-être, je ne sais pas moi, s'il meurt prochainement dans 2-3 mois ou une année ou quelque chose comme ça, il y a un vide. Il y a un vide. Qui va garantir la stabilité ou la sortie de la crise? Ça sera automatiquement à l'armée, au chef d'état-major prochain. Bon, maintenant, je ne veux pas dire que ce chef d'état-major il va prendre le pouvoir ou peut-être qu'il va y avoir une autre génération dans l'armée qui va bientôt peut-être arriver au pouvoir. Et il faut voir cette nouvelle génération, elle est faite de quoi? Elle est comme Sisi, par exemple en Égypte, ou elle est peut-être plus démocratique et elle va laisser organiser des élections libres et démocratiques en Algérie. Mais aussi en moins d'1 minute, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous avons même dépassé. Je vais encore reprendre un terme à la mode. L'armée est la maîtresse des horloges. Pour reprendre un terme, oui, c'est elle la maîtresse des horloges. C'est elle qui peut arrêter, oui, en dehors de Dieu, l'horloge Bouteflika. Va-t-elle l'arrêter? Je ne le crois pas. Elle va le laisser aller au terme, entre guillemets, de son mandat. Et l'armée reprendra de façon directe le pouvoir. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là. En tous les cas, c'est très intéressant ce que vous dites l'un et l'autre. Pour ma part, je considère que l'armée n'a jamais été loin du pouvoir, du levier principal, que c'est toujours elle qui a commandé, que c'est elle qui commande à continue à commander, qu'elle partage peut-être le pouvoir parce que ses grands patrons ont été bien arrosés. Nous sommes en train de parler des partis. Les partis, à l'évidence, même le peuple le sanctionne, oui, ne servent à rien. Voilà ce que veut dire. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Brahim Younsi, merci Habib Souidia, merci Sofiane Jilali. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, Slama.